incroyable, franchement c'est incroyable. Ah chef! Ah chef! Mais c'est quelle heure ça pour arriver? Le soleil il est parti depuis! Salut, c'est Crampy. Xenoblade Genesis existe, c'est fou. On rentre enfin dans la phase de hype du prochain Xenoblade et je vais essayer d'apprécier chaque moment parce que je garde d'excellents souvenirs de cette période pour Xenoblade 3. Et je vous conseille aussi de chérir entre guillemets ces moments. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse minutieuse du trailer, mais sans aller dans trop de détails qui ont sans doute déjà été montrés dans d'autres vidéos d'analyse que vous avez déjà probablement vues. J'ai regardé celle de Loxine et Enel, donc j'essaie ici de montrer en majorité des choses qui n'ont pas été trop mentionnées, même s'il y aura certainement de la redite. Après la partie sur le trailer, j'irai un peu plus en profondeur sur certains concepts qu'on découvre dans ce trailer. Ça sera surtout des extrapolations que j'ai faites. Elles seront probablement toutes fausses, mais l'exercice est amusant. Ça sera surtout drôle de revisiter ça quand le jeu sera sorti. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, un abonnement, un commentaire, ça m'aide beaucoup. Disclaimer, pour faire simple, il y aura du spoil pour tous les Xenoblade. À un moment, j'évoquerai des points de Xenogears et Xenosaga sans spoiler, mais quand je vais devoir spoiler, je préviendrai et je mettrai un timecode. Bref, lançons le trailer. La définition que le narrateur donne pour l'anima est très proche de celle de l'éther dans Xenoblade 1. On voit une tour à gauche qu'on retrouvera plus tard. L'herbe est vraiment belle ici, avec plein de couleurs différentes. C'est vraiment une super amélioration par rapport aux anciens Xenoblade. On peut peut-être décerner une sorte de petit village au fond. On dirait une ville d'artisans de textile. J'arrive bien à imaginer que les uniformes de Lyukos viennent du meilleur artisan de cette ville par exemple. Sur ces bâtiments, on retrouve un symbole qui me fait penser à ce qu'il y a sur certains uniformes de Lyukos, mais je suis pas sûr du tout, et je suis même pas sûr que ce motif en lui-même est censé être un symbole en particulier. Cette séquence du feu de camp, c'est la même séquence qu'on verra à la toute fin du trailer. Dans cette séquence de bataille, on retrouve deux pays différents. Le pays avec les soldats orange semble un peu moins développé à cause de leur armure qui fait très antiquité. Ils utilisent des monstres qu'ils semblent avoir apprivoisés. On voit notamment qu'ils ont un collier autour de la nuque. Le symbole sur leur bouclier n'est vu qu'une seule fois dans le trailer. L'effet arc-en-ciel quand elle dégaine, c'est trop stylé, mais ça dure que 3 frames. Son style de combat semble être de charger sa lame dans son fourreau et caler un Nukitsuke de ouf. On dirait que son style de combat se rapproche du Iai Jutsu. Je sens que Eleanor va combler mes frustrations de ne pas avoir vu de combat épée contre épée avec la Lucky 7 dans Xenoblade 3. Voilà, ce moment en particulier, c'est en intraveineuse. Regardez sa pose, elle ne regarde même pas devant elle. Je carbure depuis 4 ans avec seulement la cutscene du combat entre les Ouroboros et N pour ce type d'aura farming. La phrase japonaise me fait penser que son épée a un nom parce qu'elle dit un truc du genre « Je me dévouerai pour ne pas faire honte au nom de cette lame ». Peut-être qu'il y a le nom d'une grande famille dedans, qui est probablement la sienne. Sur Discord, j'avais fait la vanne que l'épée s'appelait peut-être Xenoblade, mais en faisant ça, ça m'a fait penser à une lecture méta de cette réplique. On pourrait interpréter ça comme Eleanor qui reçoit cette lame, la Xenoblade, et elle dit qu'elle ferait de son mieux pour y faire honneur. Et là, en fait, ça serait Takahashi qui nous dit « Oui, t'inquiète pas, ça sera bien Xenoblade, et Eleanor ne va pas vous décevoir ». On voit que l'animal qu'il monte plus tard dans le trailer est l'équivalent des chevaux avec cette charrette. Dans ce plan, on voit bien des îles dans le ciel, mais on commence aussi à voir des étoiles, parce que la nuit tombe. On dirait donc bien que ces étoiles ne sont pas vraiment des étoiles. J'aime bien l'idée que c'est des particules d'anima. Cet instructeur a un ruban rouge, est-ce que ça montre la hiérarchie dans l'école ? Bon, pour la forme qui apparaît sur l'épée, c'est super similaire à l'épée de Mitra et Pneuma, mais il y a des petites différences quand même, surtout au niveau de la garde. Donc j'évite de faire trop de liens sur ça pour l'instant. Bon, il dit bien Omoi ici. Selon les sous-titres de Nintendo Japon, c'est la forme classique de Omoi qui est utilisée, c'est-à-dire celle qui n'a pas de connotation, d'émotion profonde, si je peux dire ça comme ça. On pourrait dire que c'est parce que le prof est rationnel quand il dit ça, je sais pas. Dans Xenoblade 3, c'était aussi cette forme-là au début du jeu. Si le concept est toujours important comme dans Xenoblade 3, ce qui reste encore peu probable, c'est possible que l'autre forme prenne le relais au bout d'un moment. Dans ce plan, j'aime beaucoup les couleurs du couloir. Je trouve ça super joli. On remarque ici que les tenues de la majorité des élèves sont noires, alors que Eleanor, c'est bleu, avec des ornements dorés. Est-ce que c'est un signe d'un certain rang de noblesse ? Je sais pas. On semble être de retour dans des équipes de 3 et les armes qu'on porte restent visibles, contrairement à Xenoblade 3. Pas tout le monde a la couleur bleue dans leur uniforme, certains en ont plus que d'autres. Ça ne semble pas lié à la race ni à la couleur de cheveux. Les instructeurs aussi ont du bleu, donc le rouge du premier instructeur du début du trailer, ça me semble encore plus important. C'est peut-être le directeur de l'école. Ils ont tous un ruban bleu visible, sauf notre frérot en chemise. Et ils ont des formes de cristaux d'anima assez différentes. Les couleurs bleues me font penser aux lames classiques,
de Xenoblade 2, donc c'est peut-être la couleur de base des cristaux d'Anima. On retrouve la monture de tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a moins d'ennemis sur le terrain que dans Xenoblade 3. On voit une structure étrange au fond ici. Le tissu sur son arc a sans doute une importance dans l'histoire de ce personnage. Il y a des éclairs autour du collier de l'animal. C'est le même collier que pendant la scène de guerre du début du trailer, donc on dirait que c'est une version apprivoisée là aussi. Le monstre en lui-même ressemble beaucoup, mais il y a des différences par-ci par-là, comme le pelage et la corne. C'est peut-être des différences mâle-femelle. Elle rengaine son épée, une première aura orange apparaît, ses yeux brillent en vert. Je crois pas qu'on voit d'autres personnages avec les yeux qui brillent comme ça. L'aura violette apparaît, et là elle dégaine. Ça montre encore que son pouvoir a l'air de se charger en rengainant l'épée. Elle tranche parfaitement la corne et le rocher derrière, ça a l'air vraiment ultra puissant et ça me rappelle énormément la Lucky Seven. Là on revient dans une zone d'une séquence d'avant. On voit maintenant le ruban bleu de ce personnage qui est en fait attaché à sa hanche. Son pouvoir n'a pas l'air lié à son épée. Est-ce que son cristal d'anima est dans son épée ou ailleurs, je ne sais pas. Compliqué d'extrapoler sur la nature de cette main, mais c'est intéressant de voir que ça ne vient pas de son arme directement. On retrouve la même technologie pour le mouvement de bouche de Xenoblade 3, pour les scènes qui ne sont pas en motion capture. Les détails pour l'intérieur des paupières de ce personnage, c'est impressionnant aussi, je trouve. Ce cristal a une couleur étrange qui rappelle quelque chose. La voix qu'on entend n'est pas la même qu'à la fin, alors qu'il montre ce même personnage. Peut-être que c'est juste un changement de ton, et ça me paraît vraiment trop différent ici. On retrouve son ruban dans les tenues des gens qui semblent faire partie d'une organisation religieuse. Aussi, on voit un truc qui brille derrière. On dirait un soleil, le symbole sur le bâtiment. Je soupçonne un bâtiment religieux. Et oui, ça ressemble à un vaisseau, le gros machin derrière, mais je garde des doutes dessus. La forme du cratère montre que la structure s'est possiblement écrasée. Ceux qui ont fait Xenogears se rappellent d'un truc similaire. Ce personnage, on l'a vu avant, mais il n'a pas la même tenue que son uniforme d'école. Ça confirme probablement qu'on pourra changer de tenue. Logique. C'est comme ça dans tous les Xenoblade. Si c'est bien lui qui parle, alors on retrouve beaucoup de similarités avec Billy de Xenogears. C'est quelqu'un proche de la religion, utilise des pistolets. Sa réplique qui parle de racheter les âmes de ceux qui ont renié leur foi ne me rassure pas trop par contre. J'imagine que cette flamme tue en réalité les hérétiques qui ne peuvent trouver le salut que par la mort. Aussi attention, petit spoil, Xenogears, allez à ce timecode pour passer ça. Mais ça me rappelle Billy qui exterminait les Wells parce qu'il pensait que c'était des monstres. En apprenant que c'était des humains, son père essaie de le rassurer en disant qu'il les a sauvés de leur souffrance. Il leur a donc accordé un salut dans un sens. On revoit ces tours du début du trailer. Je me demande si ça servira à débloquer des bouts de map, mais ces deux tours me paraissent trop proches l'une de l'autre pour que ce soit le cas. Il y a aussi d'autres dragons dans le ciel, mais c'est sans doute commun à Anchar. Pourquoi quand on regarde vers le haut, ça devient lumineux comme ça? La géométrie du monde me perturbe vraiment beaucoup. J'arrive pas à savoir si c'est une sphère creuse, un cylindre d'O'Neill ou encore autre chose. Parce que là, on dirait pas que les soleils sont pile au centre de la possible sphère. De ce point de vue, on dirait qu'ils sont encore plus hauts que ça. La luminosité élevée du ciel est peut-être faite pour éviter de vraiment modéliser l'entièreté de la planète et économiser des performances peut-être. L'aura anima reste seulement pendant l'instant où elle renforce ses épées de flammes. Cette ligne-là, on ne sait pas si ça parle de Eleanor ou pas, et la ligne japonaise est censée être un peu plus vague sur le genre de la personne qu'il mentionne, mais comme je présume que les sous-titres viennent vraiment du jeu, on a plus de contexte dans les langues occidentales sur le genre en fait de la personne. On sait que c'est une fille déjà. On a donc plus de contexte que les japonais. Ce monstre, il est clairement designé par Palo. On discerne une sorte de visage qui rappelle un peu le visage de la forme finale de Alpha. Les couleurs font vraiment penser aux Ouroboros, notamment ceux d'Agnus, qui sont blancs violets, mais bon, je ne pense pas que ça soit lié. Ça a une forme féminine, et son arme est un concentré d'énergie, sans doute de l'anima. Peut-être que cette forme est atteinte en manipulant l'anima d'une certaine façon qui peut être considérée comme hérétique par les instances religieuses d'Anchar par exemple. Le monstre a des sortes d'ailes derrière lui et on remarque des inscriptions au mur en arrière-plan. Alors ce perso il a un flow de ouf, j'ai l'impression que ça peut être autant un homme qu'une femme. J'ai une vibe d'une personnalité importante dans leur religion. Des gens ont pointé la ressemblance des ornements sur sa tête avec Nilnail. Aussi, ce concept de boucle d'oreille est très drôle je trouve. Et là c'est clairement une figure religieuse. On retrouve le nœud de la fille qui fait la cérémonie à la fin du trailer, le même spectre et la tenue du personnage derrière fait très tenue religieuse asiatique. Là c'est bad guy sur 20, sa tenue fait très noblesse, mais à tout moment c'est pas du tout un méchant.
mais quelqu'un qui a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Très probablement quelqu'un de la famille de Eleanor, peut-être son frère ou quelqu'un d'autre. On note qu'il a l'uniforme de Lyukos. On ne voit pas le visage de la personne qui tient cette arme dans le reste du trailer, et on dirait que la créature se bat contre elle. Il fait très moine guerrier. Le symbole sur sa tenue ressemble à un dragon un peu. On retrouve toujours cette structure dans le ciel. J'ai pu trouver une image sur Reddit par Macharolo qui colle tous les plans qui peuvent se rejoindre, et le résultat est vraiment sympa. Ça me rend curieux de la tête de la map monde dans les menus. PTSD Mébius sur sa lance. Il y a aussi un nouveau symbole sur sa main, et elle a plein de cordes partout sur son design. On voit la hater de Eleanor derrière, et les rubans font penser à ceux qu'on a déjà vus avant, mais ici c'est différent, on voit 6 boucles au lieu de 3. Un ami m'a montré que sur l'armure de ce personnage, on dirait une sorte de carte astrale ici. Le sol me fait penser au mur de la grotte des scènes précédentes, avec le monstre bizarre et le gros balourd juste avant. Les effets d'aura ont souvent ce truc un peu multicolore arc-en-ciel. Ce motif sera peut-être souvent utilisé, et on le voit dans le logo. Vu l'importance de l'imagerie du soleil, c'est pas surprenant. Le nom de l'école ramène aussi à la lumière la couleur blanche. Ce moment-là semble être la fin du prologue du jeu, là où l'aventure va réellement commencer. On voit le feu de camp du début, les particules font vraiment étoile dans le ciel, donc ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de là. C'est évidemment l'archère qu'on a vu précédemment, mais ce n'est pas la même voix que la séquence avec le cristal vert, à part si la doubleuse change de voix selon la situation. Est-ce que c'est son spectre derrière ou pas? Si oui, est-ce qu'elle a 2 cristaux d'anima, ou elle utilise le même avec son arc et son sceptre? Dans ce plan-là, ça fait clairement ciel étoilé, on retrouve encore l'effet arc-en-ciel de l'anima. Ici, j'aime beaucoup la lumière, donc l'effet rimlight qu'ils utilisent dans cette séquence, avec la lumière du feu de camp. On voit dans ses yeux des micro-mouvements, c'est assez dingue, c'est encore plus léger que ceux de Xenoblade 3. Cette scène fait clairement penser à la cérémonie de passeur d'âme après la mort de Vandham dans Xenoblade 3, avec les zoom caméras sur tous les personnages de l'équipe. Je pense donc que c'est très probablement l'équipe de départ. La quantité de particules par rapport aux anciens jeux, je trouve ça impressionnant. Pour les cérémonies du grand retour, on n'en avait pas du tout autant dans Xenoblade 3. Pendant tout le trailer, j'ai eu cette impression qu'il mettait beaucoup plus d'effets spéciaux comme ça. On a encore un ciel étoilé dans un monde qui n'est pas censé avoir d'étoiles. La colonne de lumière va vers le 6e soleil qui semble invisible / éteint, et c'est peut-être pour le rallumer. Ce plan-là, j'ai l'impression que ça symbolise l'aube d'une nouvelle aventure. Les 7 bourgeons me font penser qu'il y a ou qu'il y aura un 7e soleil. Cette réplique me fait penser que le frère est mort, genre elle parle à une sorte d'autel ou un objet qui le représente, mais peut-être qu'il est juste pas mort du tout. Aussi la façon dont elle dit « mon frère » en japonais, c'est une version très soutenue. Dans un cas normal, elle aurait dit « Oni-san » ou un truc dans le genre. Dans les Xenoblade, les seuls personnages qui utilisent Aniue pour parler de leur frère, c'est Melia et Zetar, le frère du roi de Torna. Donc c'est très connoté royauté, noblesse. Rien de très surprenant vu l'environnement dans lequel ils sont dans le trailer. Et la ligne de dialogue de la hater qui semble insulter Eleanor de noble de bas étage, qui littéralement en japonais c'est noble de campagne. Et j'imagine qu'elle vient d'une grande famille qui s'est retirée des grandes villes pour certaines raisons, et ça a sans doute été très mal vu par le reste de la noblesse. Les petits soleils bleus bougent très rapidement, ce qui n'est pas du tout un comportement naturel. La render distance des herbes me paraît carrément plus grande que dans les autres Xenoblade, et ça c'est vraiment trop cool. Pour le dieu déchu, je ne pense pas que ça aura un lien avec les anciens Xeno. Une idée que j'avais eue, c'était qu'il y avait peut-être un autre soleil à un moment, pour je ne sais quelle raison, n'est plus là et a été banni. C'est vraiment la plante à 7 bourgeons qui me paraît ne pas être mise là au hasard. Plus je regarde ce plan, plus je suis hype par la structure du monde. On aura des paysages, c'est vraiment du jamais vu quoi. C'est trop bien, ça a l'air vraiment trop bien. Bon, maintenant on va passer sur des points et questionnements que j'ai envie de développer un peu. Et le premier, ça sera sur le concept global de l'anima. Et ensuite, ça sera plus précisément sur les cristaux d'anima. Comme dit précédemment, la description de l'anima rappelle énormément la description de l'éther dans Xenoblade 1, mais on pouvait expliquer que l'éther était la particule élémentaire du monde de Bionis, car c'était un nouvel univers créé par l'expérience de Klaus. Si l'anima a une fonctionnalité similaire, qu'est-ce que ça pourrait dire sur la nature du monde de Anshar? J'ai l'impression que ce monde est artificiel à cause de la forme concave du monde déjà, et les 6 soleils qui ne sont probablement pas des soleils.
Aussi, je me disais que l'anima était peut-être simplement juste la même chose que l'éther, mais avec un autre nom, car c'est une autre culture qui l'a nommé. C'est bien possible. Sinon, l'éléphant dans la pièce, c'est le nom anima. Toutes les personnes ayant fait Gears et ou Saga ont forcément réagi à l'utilisation de ce mot. Je vais pas aller dans les détails, mais la nature de l'anima dans Gears et Saga sont en partie très différentes, mais il y a des similarités qui semblent rester encore valides dans Genesis. En voici deux. Ça va traiter un peu du lore, mais ça va pas spoiler en soi cette partie-là. Donc, dans Gears et Saga, on retrouve des objets qui sont appelés vaisseaux d'anima. Ils sont au nombre de 12, nommés selon 12 enfants de Jacob, donc le Jacob des religions abrahamiques, et seulement certaines personnes, ceux qui ont le facteur animus, ont la capacité à se lier à ces vaisseaux. Deuxième point, les vaisseaux d'anima servent, entre autres, à se connecter au Zohar pour accéder à ses pouvoirs. Ici, les cristaux d'anima ont peut-être cette fonctionnalité aussi, car elles sont décrites comme capables de décupler le pouvoir du Vesselai. Je l'ai montré dans ma vidéo réaction, mais la traduction Vesselai reprend la forme particulière du mot Kishi du trailer, qui a greffé le kanji vaisseau/réceptacle à la place du premier kanji de Kishi, qui veut normalement dire chevalier. Notre cerveau pense donc directement au vaisseau d'anima en voyant ça. Vesselai, c'est un mot valise entre vaisseau, probablement samouraï, et là j'utilise bien la bonne définition de mot valise, contrairement à ma vidéo sur les homoi où j'avais une toute autre définition dans ma tête. Je m'en excuse. J'imagine que les soleils sont les sources d'énergie de ce monde, et que les cristaux d'anima permettent d'accéder à cette énergie pour le Vesselai. Maintenant on passe plus précisément sur les cristaux d'anima. On a une nouvelle fonction des cristaux d'anima qui diffère par rapport aux vaisseaux d'anima. Ils enregistrent les actions et les pensées, les homoi, des utilisateurs. Avant de vous parler des extrapolations que j'ai faites, je vais devoir spoiler un plot twist de Gears. Donc allez à ce timecode si vous n'avez pas encore fait le jeu. Donc ce système d'enregistrement d'actions et de pensées me fait penser à l'enregistrement des données des personnes qui utilisent les cubes mémoriels. Donc c'est les points de sauvegarde de Xenogears, et ces points de sauvegarde envoient en réalité toutes les données de l'utilisateur à Solaris pour détecter, entre autres, ceux qui ont des affinités avec l'anima, donc ceux qui ont le facteur animus. Et j'imagine donc que ces cristaux d'anima envoient probablement les pensées des Vesselai à l'entité qui fournit les cristaux pour surveiller les masses. C'est vraiment un outil de surveillance ce truc. Vu l'importance de la religion dans le trailer, j'imagine bien une manière de surveiller les hérétiques ou ceux qui utilisent les cristaux d'une manière interdite peut-être. Ok, on est sorti de la phase spoil de Gears, j'ai imaginé quelques fonctionnements qui me semblent sympas pour les cristaux d'anima. Comme l'orbe absorbe les pensées, ça doit bien avoir une utilisation. Est-ce qu'il serait possible de transférer les données d'un cristal vers un autre? Si on brise un cristal, est-ce que quelque chose de particulier se passe? Est-ce qu'on peut fusionner des cristaux? À quel point les cristaux ont une influence sur le Vesselai? Si quelqu'un utilise le cristal d'une autre personne, qu'est-ce qui pourrait se passer? J'ai évidemment pas de réponse, mais c'est des questionnements qui sont intéressants et pourront peut-être être répondus dans le jeu. Comme les cristaux enregistrent les homoi, ça m'a fait penser à tout le concept de cristallisation des homoi de Xenoblade et aussi à la quête de Masha où elle crée des objets qui représentent les homoi et la vie entière des personnes. Ces objets-là servent d'héritage, donc est-ce que les cristaux d'anima auront cette symbolique aussi? C'est dit dans le trailer que chaque aspect de la vie du Vesselai sera lié à cette pierre. C'est très similaire je trouve. À voir si ces concepts seront encore exploités et quel twist Takahashi mettra dessus pour explorer ses idées sous un autre angle. Ces cristaux décuplent les pouvoirs des Vesselai. Ça m'a rappelé la description de la Monado par Alvis, où il disait qu'elle amplifiait les homoi de l'utilisateur pour ensuite contrôler la particule élémentaire du monde qui est l'éther. Pour les cristaux d'anima, je présume qu'ils permettent de contrôler l'anima environnant, qui est l'origine de tout ce qui compose le monde, pour faire des attaques de fou. D'ailleurs en japonais on retrouve le même mot pour le verbe décupler, amplifier, qui est Zofukushi. Encore une autre idée farfelue, les homoi des Vesselai sont enregistrés dans le cristal d'anima. Les soleils m'ont fait penser au cœur de l'Ares. À cause de leur nombre, donc ils ont peut-être aussi un accès à l'abysse et à l'énergie qui s'y trouve. Selon les désirs du Vesselai, l'énergie est transportée dans le cristal et augmente la puissance de l'arme. Je suppose que c'est comme un slave generator de Gears et Blade. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les slave generators, c'est le nom des moteurs des Gears dans Xenogears et des artifices dans Xenoblade 2. C'est le module qui les connecte au Zohar/conduit pour accéder à son énergie en Wi-Fi en gros.
pour l'emplacement du jeu dans la timeline des Xenoblade, si je peux dire ça comme ça. J'ai imaginé que ça se passerait bien après la trilogie, dans un des endroits où l'humanité s'est posée via leur projet Exodus. On peut alors se demander d'où sortent les elfes. Certains pensent que ça montre une possible backstory des Samariens, mais j'imagine plutôt qu'un groupe de Samariens se serait retrouvé dans l'univers de la trilogie, là où les humains se seraient installés et auraient fini par vivre ensemble. Parce qu'on a des gens avec des oreilles normales d'humains et des gens avec des oreilles pointues de Samariens. Aussi, j'imagine que la Xenoblade de ce jeu, ça sera toutes les armes qui seront alimentées par un cristal d'anima. L'anima est sans doute l'élément étranger extérieur, donc le Xeno, et la Blade, c'est la lame du Vesselai. Ici, la sorte de rapière de Eleanor. Pour terminer, je vais parler d'un point qui va probablement pas intéresser tout le monde, mais c'est par rapport aux différents doubleurs qu'on entend dans le trailer. Le narrateur semble doublé par Hideyuki Tanaka, c'est le doubleur de Shitan et Jin Uzuki de Gears et Saga respectivement. Je pense que le narrateur est un vrai personnage du jeu. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait enregistré ces lignes-là en même temps que celles qu'il avait dû enregistrer pour Xenoblade Cross, où il joue la voix samouraï du héros et le patron de Lizel. Pour Eleanor, j'ai entendu plein de gens penser que c'est Yui Ishikawa, la doubleuse de Mikasa entre autres, mais je pense vraiment pas. Il y a certains moments où je capte comment on pourrait l'entendre, mais ça me paraît vraiment trop différent. J'ai cependant vu la suggestion que c'était Mikako Komatsu, entre autres la doubleuse de Maki dans Jujutsu Kaisen, Nagumo dans City ou Mam dans La Quête de Dai. Cette doubleuse me paraît vraiment moins déconnant, mais je suis pas sûr à 100% non plus. Pour l'instructeur, j'ai vu sur Twitter des japonais proposer le nom de Nobuo Obita. Pour la hater, ça semble être Megumi Han, la doubleuse de Yuni dans Xenoblade 3 et Gon, mais j'ai vu d'autres gens proposer d'autres noms, et le fait qu'elle double un personnage principal dans Xenoblade 3 et un autre personnage principal dans Xenoblade Genesis, ça peut paraître surprenant, mais j'entends vraiment sa voix. Pour le gars en chemise, c'est Yoshitsugu Matsuoka, le doubleur de 600 milliards de personnages principaux, vous l'avez déjà entendu, c'est une voix vraiment ultra reconnaissable. Le gars musclé semble doublé par Yohei Akazami, le doubleur de Jairo Zeppeli dans Jojo's Temple Run. La personne qui dit que la vie et la mort font partie de l'anima, je ne sais pas, sa voix me dit un truc, mais j'ai pas trouvé pour l'instant. Pareil pour le gars sur le dragon, sa voix aussi me dit un truc, mais j'ai pas trop cherché non plus, ça m'est pas venu directement. La personne qui veut retourner à un certain endroit, je pense que c'est Yasuyuki Kase. Comment ne pas reconnaître la voix de Johnny dans les remakes FF7? Je ne peux pas louper, j'en suis sûr c'est lui. Et enfin la fille aux cheveux bleus, on entend deux répliques avec ce perso à l'écran, mais je soupçonne que c'est deux personnages différents. Ou sinon sa voix change drastiquement pendant la cérémonie. Pour la première réplique, je ne reconnais pas du tout la voix, mais pour la seconde, j'ai l'impression de reconnaître Ayane Sakura, la voix de Gabi dans SNK et Ochako dans MHA. C'est bon, j'ai à peu près dit tout ce qui me semblait intéressant à partager dans cette vidéo. J'espère que je suis allé dans des directions que vous n'aviez pas entendues auparavant. Encore une fois, c'est juste des théories pour le fun. Tout ce que je souhaite, c'est que j'ai faux partout pour être surpris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à like, ça me ferait très plaisir. Pour la prochaine vidéo, si j'ai pas de nouvelles idées par rapport à Genesis, je replongerai sans doute dans mes diverses notes sur les autres jeux. Donc la vidéo prendra sans doute un peu plus de temps à sortir. D'ailleurs, cette vidéo arrive un peu après tout le monde parce que j'ai notamment passé 3 jours à galérer à faire les sous-titres de ma vidéo réaction. Je peux vous assurer que c'est pas agréable de sous-titrer quand il n'y a pas de script et que la moitié des mots que je prononce c'est frère, oh my god ou putain. Mais au moins c'est beau, j'ai fini. En espérant avoir des news sur Xenoblade Genesis assez rapidement, même si ça m'étonnerait pas qu'on n'en ait pas avant 2027, je vous souhaite une bonne journée, c'était Crumpy et à bientôt.